Mais le lieu du travail, évidemment, et ça c'est le deuxième aspect, c'est la pandémie. Ce lieu de travail, il a évidemment été fortement modifié, puisque pendant tout un temps, il y avait plus de lieu de travail en dehors de l'espace privé. Les réunions, c'est un vieux sujet de discussion. On n'a pas attendu la pandémie pour constater qu'on était beaucoup trop souvent en réunion et en général de manière assez inefficace. Dès l'instant où nous avons mis ce mode d'organisation en place, nous avons accordé pas mal d'importance à l'organisation des réunions de manière plus effective et plus efficace. Bienvenue dans Wextalk, le podcast dédié aux acteurs et décideurs des évolutions de l'environnement de travail. Wextalk est une initiative BELFA, l'association professionnelle belge du Facility et Workplace Management. Vous ne le saviez peut-être pas, c'est une grande communauté de professionnels du FM, puisque BELFA existe depuis plus de 20 ans et compte plus de 1000 membres affiliés et 6 fois autant de contacts intéressés de près ou de loin par la pluridisciplinarité de nos métiers. Nos podcasts ont pour objectif de jeter les passerelles entre les différentes disciplines, contribuant à faire évoluer les environnements de travail selon les nouvelles attentes, besoins et enjeux des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Facility Management, ressources humaines, finance, IT, digital, C-level et bien plus encore seront nos futurs invités pour croiser les regards et points de vue sur les différentes mutations en cours et sur tout ce que cela implique au niveau de l'environnement de travail. Cette série d'interviews a pour but d'informer, inspirer, challenger, partager des meilleures pratiques et cas d'école, en résumé, rester au courant de ce qui se passe ailleurs tout simplement. Et utile à savoir, les interviews se feront en alternance en français et en néerlandais. Dès maintenant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos médias sociaux que vous retrouverez dans le descriptif sous le podcast. Mon nom est Sangara Klespis, Wex Leader pour BELFA. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui notre invité, Michel Allais, CEO de Partena Professionnel, HR Service Provider. Bonjour Michel. Bonjour Sangara. Michel, nous avons l'habitude de nous tutoyer, donc je propose de continuer sur cette lignée, vu que nous nous connaissons déjà depuis quelques années. Bienvenue dans ce podcast et surtout merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Et de nous accueillir au siège de Partena, puisque nos auditeurs ne le savent pas, mais nous sommes en plein centre de Bruxelles. Alors Michel, dis-moi, en ce lundi matin d'automne, trafic fluide ou comme un lundi matin habituel? Je ne sais pas très bien d'où tu viens. Mais je viens de Wavre et donc voilà les 411 et ces embouteillages traditionnels. Je vois, à hauteur de la tour Smart à peu près. Oui, voilà, exactement. Mais enfin voilà, je pars très tôt, donc je n'en souffre pas trop. Ah ben voilà, c'est une bonne façon, c'est de gagner du temps et de s'organiser. Alors Michel, avant de plonger dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire quelle est la place de l'environnement de travail dans une transformation d'entreprise, puisque chez Partena, il y a eu transformation d'entreprise, je dirais que pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne situeraient pas directement Partena Professionnel, donc on parle bien de Partena Professionnel et pas de Partena Mut, puisque ce sont deux entreprises totalement distinctes. Eh bien, pour Partena Professionnel, en préparant cette interview, j'ai rassemblé quelques faits et chiffres. N'hésite pas à me corriger si les chiffres que je cite ne seraient pas corrects. On parle de 30 agences en Belgique, 1800 collaborateurs, 170 000 clients qui font appel à votre expertise, ce qui est énorme, et un chiffre d'affaires d'à peu près 195 millions d'euros, pour ne pas dire... 195 millions d'euros, oui, pour ne pas dire 200 000. Est-ce que c'est bien correct? C'est exact. Déjà, je peux mettre check, c'est correct pour ce côté-là. Partena Professionnel se veut et est la plus grande entreprise collaborative de Belgique, ce qui est sa grande particularité. Le parcours de transformation a débuté en 2018 et par différentes vagues successives qui, si je ne me trompe pas, se termineront dans les mois à venir et tu pourras nous en dire un petit peu plus. Puisque tout ça, ça s'est fait dans un contexte inédit lié à la pandémie. Et alors je dirais pandémie et ces montagnes russes, puisqu'on en parlait justement tout à l'heure ensemble, en disant qu'on a déjà quelques loopings derrière nous pour les montagnes russes et qu'il y en aura peut-être encore quelques-uns à venir.
Vraisemblablement, oui. Cela reste très prenant, n'est-ce pas? Oui. Et nécessite toute notre attention. Tout à fait. Alors, pour présenter Partenaire Professionnel, il va de soi que je ne peux pas passer à côté des nombreux labels et awards décernés ces 2 dernières années, et je n'en cite ici que quelques-uns. Le label d'entreprise écodynamique, décerné par Bruxelles Environnement, le Corporate HR Services Award 2021, le prix spécial HR Community Recognition, et un award en innovation managériale lors du Next Gen Summit de Paris, donc on va bien au-delà des frontières, et certains qui doivent m'échapper. Mais je t'avoue que j'en resterai là parce que c'est juste un effet waouh. Merci. Ce sont les principaux que tu as cités. Donc, voilà. D'accord. Eh bien voilà, je pense que ça permettra à ceux et celles qui nous écoutent de mieux situer Partenaire Professionnel en tant qu'organisation. Alors, pour en revenir à la transformation d'entreprise, parce que j'ai déjà parlé pas mal et ce n'est pas l'objectif, dis-moi, pour le sujet qui nous intéresse, cette transformation a donc été initiée en 2018. C'est un projet qui était très visible dans la communauté RH, parce que vous en faites partie. Mais pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le type de transformation et à quels objectifs et enjeux cela pouvait répondre? Oui, tout à fait. Donc, il faut évidemment peut-être bien situer nos activités. Aujourd'hui, comme tu l'as signalé, nous sommes un groupe de services de ressources humaines aussi bien pour les entreprises que pour les indépendants. Et si on regarde l'historique de l'entreprise, en fait, notre métier le plus ancien, le secrétariat social, remonte en fait à l'après-guerre. C'est en 1945, lorsque la sécurité sociale s'est mise en place en Belgique, que le concept de secrétariat social a été créé, a suivi dans les années 60 le concept de caisse d'allocation de caisse de cotisation pour les indépendants, etc., etc. Donc, en fait, si on regarde l'origine de nos métiers, nous sommes très fortement liés à la sécurité sociale. Nous brassons des sommes considérables pour le compte de nos clients et pour le compte de l'État. Nous brassons plus de 10 milliards par an. Et donc, nous sommes des entreprises qui ont quelques particularités. La première, c'est d'être organisées dans des silos métiers, le secrétariat social, la caisse d'assurance sociale pour indépendants, le guichet d'entreprise, et puis une société anonyme qui regroupe toutes les activités de consultance que nous avons créées par la suite. Mais donc, ce sont des entreprises qui sont organisées en silos et extrêmement concentrées sur des processus solides, fiables, stables. Et c'est bien ainsi, étant donné les enjeux que j'ai évoqués rapidement en citant les sommes considérables de cash flow que nous gérons. En fait, aujourd'hui, si on regarde ce qu'attendent nos clients aujourd'hui attendent que l'on soit extrêmement agile, que l'on soit extrêmement intégré dans la réponse que nous donnons à leurs questions et dans la façon dont nous adressons leurs besoins et dont nous organisons le service. Et donc, plutôt que d'être organisés en silos, nous avons souhaité nous organiser en équipe intégrée. Ça veut dire que en fonction des besoins de profil de clients bien spécifiques, nous avons défini 4 types de clients avec chaque fois un paquet de besoins bien spécifiques et un modèle de service adapté à leurs besoins. Donc nous organisons nos équipes en équipes intégrées, c'est-à-dire qu'au sein de la même équipe, on dispose de toutes les expertises nécessaires pour répondre le plus rapidement et le mieux possible à la question de nos clients. Et donc, les collaborateurs qui viennent de ce que nous appelons historiquement les métiers, le secrétariat social, etc., ces gens travaillent aujourd'hui indépendamment de leur structure juridique dans des équipes d'une dizaine à une quinzaine de personnes organisées autour du client. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous étions des entreprises extrêmement hiérarchisées, avec des structures pyramidales qui pouvaient compter 8 étages. Et donc, il y avait 8 niveaux, entre guillemets, entre le CEO d'une part et le client
d'autre part. Voilà, ce qui est énorme évidemment pour une entreprise qui est active uniquement en Belgique. Et donc nous souhaitions, c'était le deuxième grand axe de la transformation, nous souhaitions passer vers des équipes qui soient beaucoup plus autonomes. Et pourquoi? Mais pour faire en sorte finalement que l'on prenne les décisions sur base d'intelligence collective, et ce, le plus près possible du client, c'est-à-dire dans les équipes opérationnelles qui servent ces clients. Et donc cette transformation, c'était de passer de pyramides organisées sur l'expertise vers des cercles organisés de manière autonome et multidisciplinaire pour servir les clients. Ça, c'est, si tu veux, c'est tout le trajet de la transformation. Nous avons procédé en fait par essai-erreur. On a commencé à réfléchir à cette transformation vers 2014-2015 pour définir le concept que je viens de décrire rapidement en 2018 et le dérouler en 2019, 2020, 2021. Nous avons commencé par des pilotes, puis nous avons étendu de manière progressive. Et là, les dernières équipes, il reste une bonne centaine de collaborateurs qui ne sont pas encore dans cette nouvelle gouvernance collaborative, mais ce sera chose faite au printemps l'année prochaine. D'accord. Eh bien, très intéressant de savoir que ce genre de transformation peut prendre 2 à 3 années. Donc, si je comprends bien par rapport aux chiffres que j'ai cités et les bacs successifs, forcément, il faut y aller, comme tu le disais, par un try and error, et que donc il faut se laisser le temps d'intégrer, de s'approprier, et parce qu'on travaille avec de l'humain, et qu'on a besoin aussi de pouvoir ancrer les choses et le changement. Tout à fait. Et au regard de ce que j'observe dans le marché, nous avons pris un certain temps, mais c'est quand même un trajet qui a été exécuté de manière assez rapide. Ah d'accord, donc on peut parler de rapidité. C'est intéressant à partager par rapport à d'autres entreprises qui, s'ils n'ont pas encore entamé un trajet de transformation, pourraient aussi soit y réfléchir, soit l'activer prochainement. Surtout avec la pandémie, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité dans pas mal de comités de direction, de conseils d'administration. Et dis-moi, comment on arrive au bout? Est-ce que tu peux déjà partager avec nous quelques lessons learned si l'une ou l'autre organisation était amenée à entamer ce genre de trajet? Puisque, si je comprends bien, on parle d'un shift ou de mutation culturelle, de leadership et digital aussi, forcément, hein, puisque vous travaillez différemment. Est-ce que tu as déjà quelques enseignements ou conseils à prodiguer, puisque tu dis que vous l'aviez fait vite aussi? Mais on a beaucoup d'expérience, alors je garderai bien de donner des conseils parce que chaque transformation est différente et spécifique. Les enjeux les plus difficiles à adresser sont sans aucun doute les enjeux culturels, d'une part, cette transformation, passer d'une organisation basée ou centrée sur son expertise vers une organisation centrée sur le client, ça implique énormément d'évolution dans les comportements. Mais le plus remarquable et le plus grand défi, ça reste évidemment d'installer un nouveau modèle de leadership, puisque dans un modèle pyramidal traditionnel, le management est non seulement organisé en strates superposées, mais il est souvent en fait orienté sur le contrôle. Le niveau supérieur contrôlant le niveau inférieur, etc. etc. Alors que dans la gouvernance collaborative, le leadership est beaucoup plus centré sur le sens. Et donc, plutôt que de contrôler la façon dont les collaborateurs travaillent, ses collègues travaillent, le leader va leur expliquer en fait pourquoi on fait ce travail et en quoi le travail de tout un chacun au quotidien doit contribuer d'une manière ou d'une autre à la mission de l'entreprise. Ça donne énormément de sens à ce que font les gens et donc on sera beaucoup plus
dans l'explication du pourquoi que dans l'explication du comment et dans le contrôle du quoi. Et ça demande beaucoup d'efforts pour des managers qui ont fonctionné pendant parfois de très nombreuses années dans des organisations pyramidales traditionnelles. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très intéressant parce que je pense que retrouver du sens, ça amène aussi des bonnes énergies qui permettent justement de donner le meilleur de soi-même au quotidien. Et donc, mais bravo pour cette transformation et les objectifs. Dis-moi, est-ce que l'effet de la pandémie, puisque quelque part le Covid s'est déclaré en mars 2020, vous avez initié en 2018, est-ce que ça a freiné? Est-ce que ça a boosté? Est-ce que ça... Ça a accéléré, je dirais, le changement dans les esprits. Ça a un peu freiné le déroulé pour des aspects pratiques. En fait, nous travaillons en workshop. Et donc, ce sont des ateliers où les gens se retrouvent. Il y a une co-création. Et en mars 2020, il y avait très peu d'entreprises, et certainement pas la nôtre, qui avaient l'habitude de conduire ce genre d'exercice en virtuel. Après, on a tous évidemment découvert les outils Teams, Zoom et d'autres qui permettent finalement de faire preuve de beaucoup d'efficacité, y compris dans des sessions créatives, de co-création. Mais ça, nous avons dû le découvrir. Et donc, je pense que par rapport au programme original, on a probablement rajouté quelque chose comme 2 mois à la totalité du trajet à cause de la pandémie. Par contre, dans la prise de conscience de la grande capacité de la grande majorité des gens à assumer la liberté qu'on leur donne et à prendre cette autonomie, ça a été quelque chose de formidable, évidemment, parce que les sceptiques, ceux qui croyaient qu'on accordait beaucoup trop de confiance dans une organisation basée sur l'autonomie, ont été évidemment confrontés à leurs propres arguments, puisqu'on a dû constater que du jour au lendemain, on a mis, je pense, à peu près 10 jours à se préparer, parce qu'on l'a quand même vu venir, cette décision de lockdown, donc on s'était quand même un peu préparé. Mais lorsque Sophie Wilmès a annoncé que le lendemain, tout le monde restait à la maison, on a vu les gens assumer leurs responsabilités avec une énorme autonomie et un énorme sens des responsabilités. Et ça, je pense que ça a vraiment accéléré chez nous et dans d'autres entreprises d'ailleurs, ça a accéléré énormément la transformation des mentalités par rapport à ce que l'on appelait dans le temps le New Way of Work. Tout à fait. Et donc, ce genre de transformation amène de manière implicite l'agilité, parce que c'est ce qu'on cherche à atteindre aussi. Absolument. Et donc, comme vous aviez déjà démarré, ça a permis en effet une accélération. Et grâce à cette prise de conscience, vous avez pu encore aller plus vite. Finalement, le Covid peut avoir certains avantages, dira-t-on. On restera là-dessus, tout en sachant qu'il y a pas mal d'autres risques et enjeux, mais soyons positifs. Ça nous permet de petit à petit ancrer le changement sous quelque forme que ce soit, parce que je pense que c'est indispensable. Mais merci beaucoup. Et je dirais aussi, suite aux circonstances et à toutes les expériences faites, try and error, grâce ou à cause de la pandémie, dans quelle mesure l'environnement de travail et ses évolutions sont remontés dans tes propres priorités de CEO? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que c'était plutôt une prise de conscience, une fulgurance, ou aussi simplement pour toi une adaptation des priorités? Est-ce que c'est devenu un sujet plus prégnant? Mais il y a 2 éléments. Il y en a un qui est lié à la pandémie et l'autre qui est lié à notre transformation. Notre transformation, on va vers une autonomie collaborative et donc, oui, ça veut dire évidemment que les gens doivent travailler beaucoup plus ensemble et ça modifie quand même quelque peu l'environnement et l'espace de travail.
on va aller vers des espaces de travail beaucoup plus variés, où l'on va privilégier d'un côté la possibilité de s'isoler pour se concentrer, la possibilité de s'isoler pour téléphoner avec un client ou pour recevoir un client, la possibilité de travailler ensemble à des projets ou à se réunir ensemble pour discuter d'un sujet. Donc, on va avoir un environnement de travail qui doit évoluer dans l'organisation de l'espace pour rendre possible et efficace ces différents moments et ces différentes occupations que l'on va exécuter ou entreprendre sur le lieu du travail. Il a évidemment été fortement modifié puisque pendant tout un temps, il y avait plus de lieu de travail en dehors de l'espace privé, qu'on est revenu aujourd'hui à quelque chose entre X% et 100%, je dirais. Voilà. Alors, chez Partena, nous sommes assez volontaristes et nous avons conclu en été 2020 déjà des conventions collectives de travail qui permettent à tout un chacun de rester ou de travailler d'ailleurs que de son bureau à concurrence de 60% de son temps sur base mensuelle, en privilégiant, en demandant aux équipes de s'organiser pour que 2 jours par mois, elles se retrouvent au bureau pour avoir ensemble des activités qui ont du sens, évidemment. Si se retrouver 2 jours par mois au bureau pour faire des réunions en Teams, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc l'idée, c'est d'organiser des réunions, des partages de connaissances, des partages d'expériences, des formations, éventuellement des activités récréatives qui permettent finalement de reconnecter comme on pouvait le faire auparavant, avant la pandémie. Mais le fait évidemment que l'on permette à nos collaborateurs de rester en dehors des murs de l'entreprise à concurrence de 60% du temps, mais ça entraîne un pléthore de mètres carrés de manière significative. Alors je ne dirais pas qu'on a forcément 60% de mètres carrés en trop, mais oui, ça va quand même être quelque part entre 25 et 50% de mètres carrés qui deviennent aujourd'hui inutiles. Et donc oui, ça a fait remonter toute la question de la gestion des bureaux et des bâtiments, en fait, Tout à fait. à l'agenda. On était plutôt dans un mode de gestion journalière, hein, avec de temps en temps un projet d'un déménagement ou d'un emménagement, une vente, un achat. Aujourd'hui, c'est un projet qui est sur la table pour repenser finalement notre environnement de travail sur l'ensemble de nos agences, de façon à être proche de nos clients, proche de nos collaborateurs, mais plus efficace en termes de mètres carrés. Oui, c'est vraiment ce qu'on voit comme tendance, c'est qu'on demande de la proximité, de l'agilité, hein, de l'élasticité aussi, et tout ça va dans ce monde volatile, incertain, complexe, ambigu. On doit développer de nouvelles compétences pour pouvoir y répondre plus facilement. Mais merci beaucoup, et je ferai le lien avec le sujet très actuel qui est celui du mode de travail hybride. Hein. On a parlé tout à l'heure de New Way of Work, enfin qu'est-ce qui est encore de new là-dedans, hein. Je pense que l'acronyme ou la définition pourrait évoluer aussi dans le temps. On a parlé d'activity based à un moment, et là maintenant l'actualité est focalisée sur le hybrid way of work. J'entends que le télétravail est à 60%. Et puis 2 jours par semaine, donc les 40% restants au bureau pour des activités fédératrices. Est-ce que des tiers-lieux ou des espaces de coworking sont également intégrés, ou le hybrid way of work, c'est quoi pour Partena ou pour toi? Mais tout à fait, donc il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que même si tout un chacun est en fait dédié à point physique stable, chacun a la possibilité chez Partena de travailler au départ d'une agence qui est par exemple plus proche de son domicile
ou qui est plus proche du domicile des personnes avec lesquelles le collaborateur va travailler pendant cette journée-là. Ensuite, évidemment, le coworking ou les espaces de coworking sont les bienvenus. Je dirais que on n'y fait pas appel aujourd'hui, en tout cas pas de manière massive, si ce n'est évidemment au travers de l'initiative que nous avons lancée, puisque, comme tu le sais, nous avons lancé un projet pendant la pandémie. Ce projet s'appelle Deskelot. Nous allons y arriver. Voilà, et donc là, nous encourageons évidemment les gens en fait à travailler d'un endroit qui leur convient. Finalement, du fait de votre particularité, votre footprint, vous avez 30 agences, donc quelque part, il y a déjà cette flexibilité et agilité de pouvoir Absolument, retomber, ouais. ce qui n'est pas le cas de toutes les organisations, forcément. Voilà. Parfait, mais et donc du coup, je pourrais peut-être faire une parenthèse vers le manifeste écrit par Isabelle de Clercq, qui s'appelle donc Hybrid Work, qui est un manifeste qui amène pas mal de pistes de réflexion, puisque ce mode n'est pas encore ancré, chacun va y apporter son contenu. Et là, il est question de revisiter les différentes façons de faire. On ne travaille plus avant comme on devra le faire aujourd'hui et demain. Et il y a un point en général qui fait l'unanimité sur son désenchantement, c'est les fameuses sacro-saintes réunions et du temps qu'on y passe. Est-ce que chez Partena, justement, dans ces nouvelles façons de travailler, ce mode de travail hybride, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un point d'attention? Est-ce que on peut dire que les réunions de travail sont idéales ou en voie de le devenir chez vous? Mais oui, enfin, les réunions, c'est un vieux sujet de discussion. On n'a pas attendu la pandémie pour constater qu'on était beaucoup trop souvent en réunion et en général de manière assez inefficace. J'ai envie de répondre sur deux tableaux. Peut-être comment se réunit-on en gouvernance collaborative, mais aussi peut-être répondre directement à la question comment voyons-nous le travail ou l'organisation du travail. Certainement de manière hybride, et je dis certainement avec force et véhémence, dans le sens où j'entends souvent autour de moi des personnes qui conçoivent les réunions de demain, après la pandémie, soit en présentiel, soit distanciel. Je crois que ça, c'est une conception tout à fait obsolescente de l'organisation du travail. On n'aura jamais plus 100% des gens au bureau comme on l'a connu auparavant. Et il est illusoire de penser qu'on pourra organiser de manière pratique les réunions à un moment qui convient à tout le monde, à un endroit qui convient à tout le monde, sauf évidemment à remettre des contraintes tout à fait inutiles et parfois idiotes sur l'organisation du travail. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut évidemment, lorsqu'on organise des réunions où l'on souhaite avoir la présence des gens pour plusieurs raisons, que ce soit parce que, oui, travailler ensemble en présentiel, c'est quand même plus facile pour les activités créatives, c'est nécessaire à certains moments parce que nous sommes des humains et qu'on a besoin de cet échange physique en face à face. On aura sans doute un jour le métaverse et l'hybride dans le métaverse, je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais aujourd'hui, en tout cas, nous avons encore besoin de nous voir en physique. Et donc, bien sûr qu'il faut essayer d'avoir une grande cohérence dans l'organisation de ces réunions, mais il faut en tout cas s'équiper pour que de manière courante et facile, conviviale, on puisse organiser des réunions avec une partie des collaborateurs en présentiel et l'autre partie à distance, que ce soit dans un espace de coworking, que ce soit dans une destination d'escalote, que ce soit à domicile. Je pense que ça, c'est super important de bien comprendre que cette hybridation du travail, elle est indispensable. D'ailleurs aussi avec les clients, parce qu'on parle de travail hybride. En ce qui concerne les canaux de distribution, on entend de plus en plus parler aujourd'hui d'un monde figital, où donc
on aura, de la même manière qu'avec les collaborateurs finalement, pour certains types de transactions, de discussions, on souhaitera rencontrer le client et le client souhaitera nous rencontrer. Et là, je pense que certaines entreprises en Belgique font l'erreur de vouloir mettre tout sur le digital, partant du principe que leurs clients souhaitent tout faire en digital. Je pense que c'est le cas d'un certain nombre de clients, mais que ce n'est pas le cas nécessairement de tous les clients, et pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le digital, mais parce qu'ils ont envie d'avoir justement cet échange que j'évoquais il y a un instant. Donc je pense que cette organisation du travail et des contacts avec la clientèle de manière hybride, ce fameux phygital, tantôt en physique, tantôt en digital, c'est super important. Alors les réunions, l'organisation des réunions, oui, j'ai lu le manifeste d'Isabelle avec beaucoup d'intérêt et ben oui, enfin moi j'ai quand même quelques années de carrière derrière moi et donc je me suis revu dans des réunions la semaine dernière mais aussi il y a 30 ans. Donc je pense que ce n'est pas la responsabilité du digital, que du contraire. Je pense que les réunions en digital offrent pas mal d'opportunités de travailler de manière plus efficace, notamment parce que tout le monde ne peut pas prendre la parole en même temps, sinon on peut arrêter la réunion, il n'y a plus personne qui comprend quoi que ce soit. Mais donc, en gouvernance collaborative, dès l'instant où nous avons mis ce mode d'organisation en place, nous avons accordé pas mal d'importance à l'organisation des réunions de manière plus effective et plus efficace. Et donc, on a 2 ou 3 types de réunions. On a des réunions de gouvernance dans lesquelles on discute de l'adaptation de notre code de gouvernance. Le code de gouvernance est un peu ce qui complète et à terme peut-être remplace un règlement de travail. C'est la façon dont on s'organise pour travailler et collaborer ensemble. Donc, aux réunions de gouvernance, nous avons des réunions tactiques qui sont des réunions où l'on discute des sujets opérationnels. On passe en revue les KPI, les projets et on discute des tensions, entre guillemets. Ce sont ces questions que l'on doit débattre avec un collègue. Ces réunions sont extrêmement réglementées par des codes de conduite. L'animation de la réunion est confiée à un facilitateur qui n'est pas le leader qui participe à la réunion avec son équipe. Et ce facilitateur a un rôle qui est bien défini, et notamment celui de faire en sorte qu'on respecte la parole des autres, que l'on respecte le temps imparti, que l'on ne réagisse pas en dehors du sujet, etc. etc. Et donc, si je compare par exemple avec les réunions du comité de direction, je devrais dire d'ailleurs de l'ancien comité de direction, puisque nous n'avons plus de comité de direction à l'heure actuelle, nous avons un cercle d'ancrage. Mais donc, le comité de direction se réunissait tous les lundis, et passait en général de 14 à 17 heures, voire 17h30, à discuter des projets, etc. etc. Aujourd'hui, nous sommes à une réunion tactique par semaine de 1h30. Et celle de la semaine dernière nous a laissé 20 minutes de bonus à chacun parce que nous avions terminé plus vite que prévu. Donc il est possible, je pense, de bien organiser ces réunions et il y a vraiment des conseils très intéressants dans le manifeste d'Isabelle, notamment la préparation des réunions et faire en sorte finalement que quand on soit en réunion, on passe le temps à échanger et non pas à s'informer. Ou bien à se positionner, enfin bref, toutes sortes d'activités qui n'ont pas d'autre but finalement que se positionner soi-même et finalement pour résultat le fait que l'on vole le temps des autres. Tout à fait, mais c'est très intéressant parce qu'on sent que grâce probablement à ce trajet de transformation et tout ce que vous avez développé comme compétences et priorités, même pour les réunions, vous êtes déjà passé par le why, what, how. Pourquoi on fait ces réunions et est-ce qu'elles font sens? Et donc ça, je pense que c'est un excellent exemple par rapport à là où on voudrait aller, c'est-à-dire des réunions idéales et qui font sens
et pour lequel on n'a pas l'impression de perdre son temps. Et donc, super, mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Hein. Tous les experts en organisation des réunions diront que ça demande pas mal de discipline, hein, finalement. Tout à fait, oui. Voilà. Absolument. Et que la discipline n'est pas toujours quelque chose vers lequel on va en priorité, mais il faut essayer. C'est vrai, mais de discipline et de responsabilité, je pense. Voilà. Ownership. La discipline vient toute seule lorsque les gens comprennent pourquoi on leur demande de faire un certain nombre de choses. Ne soyons pas naïfs de temps en temps, évidemment, il faut rappeler quelques principes, mais en général, quand on explique le pourquoi, on a un grand respect des règles. Je dirais oui, je te rejoins. Je dirais que la discipline, quand elle est liée au sens, c'est pas la même discipline que quand on est en contrôle-commande. On dira ça comme ça, en effet. Super, alors merci Michel, et on en arrive au sujet qui moi, m'intéresse particulièrement, c'est l'initiative d'Esquelote. Partena Professionnel, c'est vraiment donc une entreprise qui incarne l'innovation. Hein. On l'a vu par les différentes distinctions, les différents awards et labels. Et donc une qui nous intéresse particulièrement est liée au partage des espaces de travail disponibles. Donc, Desquelote, c'est la plateforme Airbnb des télétravailleurs. C'est comme ça que je peux l'appeler? Oui, c'est une excellente description. Donc, en plus, c'est en plein dans le mode de travail hybride. Tout à fait. Alors, je dirais, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment, quand est née l'idée? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et est-ce que tu pourrais partager avec nous à ce sujet? D'abord, le pourquoi. Pourquoi est-ce que Partena s'est lancé dans cette aventure? Quand j'explique Desquelote à mes clients, il y en a beaucoup qui me disent « Je n'aurais pas pensé que Partena se lance dans une initiative comme celle-là ». Mais en fait, stratégiquement, nous réfléchissons comment nous pouvons aider les entreprises, nos clients, les entreprises en général, et aussi évidemment les travailleurs indépendants, à mieux organiser le travail. C'est même une partie essentielle de notre mission. Et donc, ça a beaucoup de sens de réfléchir à des solutions qui, dans l'organisation pratique du travail, l'organisation physique du travail, soient innovantes et facilitent la vie au quotidien, que ce soit des entreprises ou de leurs employés. Et donc, cette idée, elle est née finalement il y a une bonne année, tout au début de la pandémie finalement. Donc elle était déjà dans les cartons avant, puis elle s'est finalisée. Et c'est un collaborateur très innovant, Jonas Pollett, qui a lancé cette initiative au sein de Partena. Où en est-on aujourd'hui? Cette plateforme, elle est opérationnelle en Belgique et aux Pays-Bas. Nous sommes présents essentiellement d'ailleurs en Belgique, au nord du pays, mais dans toutes les grandes villes de Flandre et à Bruxelles, nous avons un maillage de lieux de travail que des particuliers ou des entreprises mettent à la disposition des travailleurs itinérants, qui souhaitent à un moment donné, soit pour eux-mêmes, soit avec un collègue, réserver un espace pour se rencontrer sans devoir aller jusqu'au siège ou jusqu'une agence, ou bien simplement pour avoir un cadre de travail qui soit un peu différent. Très intéressant, Michel. On comprend aussi comment une idée peut arriver rapidement à une concrétisation quand on est proche du terrain et des besoins des clients, donc avec l'initiative d'Esquelote. Donc, si j'ai bien compris, finalement, parmi nos auditeurs et auditrices, si certaines organisations ont décidé de réduire leur mètre carré et leur surface de travail, qu'ils n'hésitent pas à avoir le réflexe de penser à une initiative telle que Desquelote, puisque c'est un réseau qui est déjà existant et auquel leur mètre carré disponible pourrait être partagé avec des travailleurs itinérants,
entrepreneurs ou différentes personnes qui ont décidé de travailler suivant le mode de travail hybride. Alors dis-moi, comment est-ce qu'on peut contacter Deskelote, tu peux nous en dire plus? Il y a un site web, une application? Le site est extrêmement explicite, deskelote.com, deskalot.com, et aussi bien pour les personnes qui souhaitent réserver un espace que celles qui souhaitent mettre à disposition un espace, tout est explicite. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et au bout d'un an et l'effet pandémie, est-ce que les espaces sont très fort utilisés? Vous avez déjà des chiffres ou c'est pour un peu plus tard? Parce que comme l'initiative est quand même plus ou moins récente avec une pandémie. Oui, en effet. Donc, le lancement a eu lieu en été, mais nous sommes aujourd'hui à plusieurs milliers de visiteurs par semaine. Félicitations, quand on dit que Partena Professionnel est une entreprise qui incarne l'innovation, c'est prouvé par des faits. Félicitations aux équipes également. Eh bien, nous arrivons au bout de notre podcast et je voudrais te remercier sincèrement pour ce partage très enrichissant. J'ai appris énormément de choses et je retiens aussi la réussite de ce beau projet de transformation centré sur l'humain et qui a généré de nombreuses initiatives en lien avec la stratégie de Partena Professionnel. Merci Michel. Merci à toi Sangara. Ça fut un plaisir. Alors pour en revenir à ceux et celles qui nous écoutent, j'espère que ce podcast vous a plu, tant au sein de la communauté Belfa qu'au-delà, et que vous avez pu apprendre de nouvelles choses, car comme on le dit, rester curieux, c'est rester jeune. Alors, pour finir ce podcast, j'en reviens à quelques modalités pratiques. Si vous souhaitez suivre les initiatives WEX, n'hésitez pas à visiter notre site web www.belfa.be ou rejoignez-nous sur la page ou le groupe Belfa sur LinkedIn ou Facebook. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment d'échange puisque différents podcasts sont en préparation. Merci et à très bientôt.